Salut, c'est Vince. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée non plus au rock psychédélique. Je vous renvoie à la série de vidéos consacrée au rock psychédélique aux États-Unis à la fin des années 60, début des années 70, et puis aussi en Europe et au-delà. Non, cette fois-ci, je vais consacrer une série de vidéos au rock néo-psychédélique. Comment je vais procéder? Vous allez le découvrir par décennie, en fait. D'abord les années 80, avec quelques albums remarquables, et puis le mouvement va s'emballer, quelque sorte, va faire effet boule de neige, pour moi, en tout cas, du point de vue des disques que j'ai dans la discothèque, puisque un peu plus de disques dans les années 90, 2000, 2010, 2000 et 2020. Mais tout d'abord, je vous avais dit que tout ce que j'ai raconté n'est pas sorti de ma petite tête, bien sûr. J'ai puisé dans des sources incontournables pour tout amateur de rock psychédélique, et pour moi, il y en a eu trois. La première source, pareil, chronologiquement, la première source, c'est Vernon Johnson. Je vais vous mettre en incrustation, effectivement, les encyclopédies entre guillemets. Vernon Johnson, c'est le premier probablement à avoir consacré des encyclopédies au rock psychédélique aux États-Unis, de la fin des années 60, début des années 70, et puis aussi au mouvement psychédélique en Angleterre en particulier. Premier, Vernon Johnson, incontournable. Deuxième, dans l'ordre chronologique, un petit français, façon de parler, personnage très important, en tout cas pour moi, c'est Philippe Thiers. Philippe Thiers, c'est un grand prosélyte, grand collectionneur du rock psychédélique, en particulier aux États-Unis. Et j'ai acheté son premier tome encyclopédique très peu de temps après sa sortie. Donc c'est l'encyclopédie du rock psychédélique américain, 1965-1973, qui est sortie, qui a été éditée par la librairie Parallèle à Paris en 1991. J'ai acheté ce tome en 91 ou 92. Je n'avais pas les moyens d'acheter. Je n'ai pas eu les moyens d'acheter le deuxième tome quand il est sorti. Je me procurais en fait une fois de temps en temps quatre pages qui paraissaient dans Jukebox Magazine. Bref, vous voyez, ça commence à dater. Bref, peu importe. Philippe Thiers a fait éditer, en tout cas, pu éditer, je ne sais pas quelle expression employer, cette encyclopédie picturale, dirons-nous, consacrée au rock psychédélique en général, de 1965 à 1973, et c'est une source formidable. Alors, il y a très peu de commentaires relativement aux albums eux-mêmes, mais pour les pochettes, que ce soit les pochettes originales ou les pochettes, les rééditions, c'est absolument fantastique. Je pense que tout amateur de rock psychédélique devrait posséder cette encyclopédie picturale consacrée au rock psychédélique. Et puis le dernier, c'est Patrick Lundborg, qui est un Suédois, et qui a fait paraître effectivement deux ouvrages absolument incontournables, selon moi, qui malheureusement n'ont pas été traduits en français, il me semble, que je vous mets encore une fois en incrustation. Voilà. À tout seigneur, tout honneur, ces trois personnages ont effectivement eu une importance considérable pour moi, et continuent de l'avoir, puisque dans ma recherche de disques, je continue de puiser dans les informations que je peux trouver dans ces encyclopédies. Voilà. Longue introduction, et maintenant attaquons un petit peu le néo-psychédélisme. Neo-psychédélia, comme disent les Anglais. Alors, bien sûr, nous sommes détachés des années 60, des mouvements des droits civiques, de la lutte contre la guerre du Vietnam, de la contre-culture, etc. Nous sommes au lendemain du mouvement punk, puisque moi je vais faire commencer ce néo-psychédélisme, encore une fois, ce n'est que moi, ça ne tient qu'à moi, en 1980. Voilà. Et puis après, nous allons dérouler l'histoire. Enfin, je vais tenter de dérouler l'histoire. Non, effectivement, la contre-culture n'est pas là. C'était déjà un petit peu le cas dans les années 60, mais ça n'a fait que s'emballer. L'industrie musicale
ça porte bien son nom au début des années 80. Les groupes vont se produire dans des salles de concert qui sont privées et non pas autogérées, comme ça a pu être le cas parfois dans les années 60, même si l'autogestion va revenir dans les années 90, 2000, etc. Les groupes vont jouer dans des salles de plus en plus immenses, sponsorisées, dans des stades gigantesques, vont gagner des millions et des millions. C'est pas le cas pour tous les groupes, je suis bien d'accord, mais bon, on n'est plus tout à fait dans la même ambiance. Malgré tout, au milieu de ce fatras économique et mondialisé, vous avez quelques groupes, les années 80, fin des années 80, sortie du mouvement punk, le mainstream c'est la musique disco, et puis nous allons entrer dans une pop qui se cherche un petit peu au début des années 80. Au milieu de tout ça, vous avez des groupes dont les musiciens ont beaucoup écouté les vinyles des groupes psychédéliques états-uniens et puis anglais, et qui vont essayer de trouver leur place au milieu de ces styles musicaux mainstream, dirons-nous. Je vais commencer par un petit clin d'œil. Le mouvement psychédélique des années 60, dirons-nous, est mort dans sa forme des années 60-70, et puis un nouveau mouvement psychédélique renaît au tout début des années 80. Eh bien, j'ai choisi d'illustrer cette transition par cet album. Cet album, c'est Epitaph for a Legend, qui est une sorte de compilation éditée par Leland Rogers, le fondateur du label International Artists. Et ce que j'aime dans cette pochette, indépendamment du contenu, qui nous fait découvrir ou redécouvrir des titres, dont des titres inédits d'ailleurs, de certains des groupes du label International Artists, tout à fait intéressant, tout à fait indispensable selon moi, mais sont surtout les pierres tombales ici. Voilà, c'est ce mouvement, ces groupes, ce style, cette ambiance, cet état d'esprit est mort. Et effectivement, sur les pierres tombales, vous avez les noms des groupes qui ont publié un 33 tours sur le label International Artists. Je vous l'avais dit, label texan, il n'y en a eu que 12 de 33 tours d'albums qui sont sortis. Donc vous retrouvez Red Crayola, les 13 Floor Elevators, Golden Dawn, Lost and Found, Endless and Cloud, bref, que des merveilles, mais tout ça c'est fini. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Maintenant, attaquons les albums. Alors, encore une fois, je suis pris par le contenu de la discothèque. Très bon. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'être exhaustif, pas du tout. Ce que j'aime pas, je ne le montre pas. C'est aussi simple comme ça, que ça, même si je l'ai dans la discothèque. Alors, un groupe japonais. Bah oui, allez, commençons par un groupe japonais, pourquoi pas. Ce groupe japonais, c'est le premier groupe de Kawabata Makoto, guitariste emblématique du groupe Acid Mother's Temple, bien sûr, sur lequel je reviendrai, parce qu'ils ont une très très longue carrière, un très très grand nombre d'albums, qui est très difficile d'ailleurs de suivre leur discographie, tant ils sont prolixes. Ce groupe, c'est Baroque Bordello. Les premiers enregistrements de Baroque Bordello paraissent introuvables, paraissent sur des cassettes, sur le label REP, Revolutionary Extraction Project, quelque chose comme ça. Bref, des cassettes introuvables, mais heureusement, tout début des années 2000, un passionné en Italie va rééditer les 3 premiers albums de Baroque Bordello. Ce label, c'est Cubico Records. Alors souvent dans des formats, dans des éditions un petit peu luxueuses. La musique de Baroque Bordello, c'est une musique qui est expérimentale. Nous sommes très très loin dans Baroque Bordello des grandes envolées d'acid rock du guitariste Kawabata Makoto. Ça me donne un petit peu l'impression d'être en train d'apprendre la guitare, si vous voulez mon avis. Il n'empêche que c'est une liberté, c'est une exploration sonore tout à fait expérimentale, à mettre peut-être entre toutes les oreilles. Si vous allez écouter, vous allez peut-être me détester, mais moi j'aime beaucoup. Et puis aussi parce que je suis vraiment un grand fan d'Acid Mother's Temple. Alors, Bordello, il faut bien en passer par là, quelque part. Bref, alors, entrons donc, si vous voulez, peut-être avec des groupes dans le mouvement néo-psychédélique à proprement parler, puisque ces groupes ont aidé à désigner le néo-psychédélisme. Où est-ce que ça se passe? Ça se passe à Los Angeles, quelle surprise. Retour à Los Angeles, donc,
avec des groupes qui vont s'inscrire dans un mouvement qui a été appelé le Paisley Underground. Ce n'est pas le San Francisco Sound, c'est le Paisley Underground. Ça regroupe, ce sont des collectifs de musiciens principalement qui ont écouté beaucoup de disques de musique psychédélique. Tous les membres, disons les membres de ce Paisley Underground. Paisley, c'est les motifs floraux que vous retrouvez dans le mouvement hippie, sur les robes, un petit peu partout, même sur les pochettes. Bref, peu importe. Alors, petite parenthèse, le Paisley Underground, il se revendique des influences de plusieurs groupes psychédéliques. En particulier les Seeds, les Love, les Doors, mais aussi les Beatles, les Zombies, les Pretty Things, version SF Sorrow, et puis bien sûr le Velvet Underground. Non, tous les groupes, il y a les Bangles par exemple qui font partie du Paisley Underground, c'est pas un groupe de rock psychédélique. Par contre, The Dream Syndicate, fondé par Steve Lewin et Kendra Smith, la bassiste, là, très nettement, nous entrons dans le rock psychédélique, le rock néo-psychédélique, avec leur premier album ici, The Days of Wine and Roses, qui est sorti en 1982 sur le label Rough Trade. La première phase, hormis peut-être le premier titre, donc qui est Tell Me When It's Over, on sent l'influence du Velvet Underground définitivement. La première phase, c'est du rock alternatif, très énergique, avec une batterie, voilà, avec le tempo classique, caractéristique des groupes punk et rock alternatif. Le Dream Syndicate, clairement sur la deuxième phase, vous sentez bien entendu l'influence du Velvet Underground sans aucun doute, jusqu'à certaines paroles qui sont quasiment reprises, par exemple d'un titre comme Heroin. Bref, superbe, la deuxième phase. Là, pour le coup, vous êtes dans le psychédélisme, c'est une pure merveille, ils utilisent la distorsion, le Larsen, c'est une caractéristique des groupes néo-psychédéliques, ils vont réutiliser les mêmes effets que les groupes psychédéliques des années 60-70. Une chose qui les distingue tout de même un petit peu des groupes des années 60-70, c'est que d'un point de vue culturel et économique, nous ne sommes plus dans la même ambiance, y compris dans l'usage des drogues. Autant il y avait un côté peut-être festif et récréatif dans les années 60, avec, voilà, indépendamment des drogues hallucinogènes. Ici, dans les années 80, on est plus sur des drogues stimulantes, voilà, la cocaïne, les amphétamines, bref, etc. Ou l'ecstasy. Il n'empêche. Sur la deuxième phase, je vous conseille vivement When You Smile et Until Lately. De toute façon, la deuxième phase est excellente. Pure merveille. Sur le label Rough Trade. Autre groupe qui fait partie, souvenez-vous de Kendra Smith, donc la bassiste et chanteuse, enfin qui chante sur un titre au moins de cet album. Deuxième groupe, fondé par David Roback. Quel musicien extraordinaire, qui a une carrière absolument fantastique, grand compositeur de rock et grand guitariste. Il fonde avec Matthew Pucci The Rain Parade. Ici, c'est le premier album qui sort en 1983, toujours sur le label Rough Trade, toujours en Californie. Ils font partie du mouvement Paisley Underground, vont rejoindre le groupe, bien le frère de David Roback, Stephen Roback, et puis il y a aussi Will Glenn et Eddie Calwa. Quelle merveille! Quelle merveille que cet album. L'influence ici, très nettement, elle est du côté des groupes psychédéliques anglais. On sent l'influence des Beatles, des Zombies, et comme je disais tout à l'heure, des Pretty Things. Ouais, très nettement, sans aucun doute. Quel grand album. David Roback quitte le groupe, ou se fait virer, bref, j'en sais rien, à la suite de cet album. Rain Parade continue avec un autre album qui est très bien également, et puis un live que vous pouvez vous procurer sans difficulté. Je vous ai parlé de Kendra Smith du Dream Syndicate et puis de David Roback du Rain Parade. Eh bien, ils vont se rejoindre après avoir quitté l'un et l'autre leur groupe respectif au sein d'Opal. L'ambiance est beaucoup plus sombre. Là, c'est magnifique. Hein. Encore sur Rough Trade, cet album sort en 1987. Il est précédé par un EP. Maxi 45 tours, que je n'ai pas dans la
discothèque, qui est très très bien aussi. Ici, écoutez Rocket Machine, avec une grosse guitare qui évoque Marc Bolan de T-Rex, sans aucun doute. Et puis l'ambiance vraiment hypnotique avec la voix lancinante de Kendra Smith sur un titre comme Magic Power. Pure merveille que cet album, très très sombre, qui n'aura pas de suite. Mais oui, David Roback continuera l'aventure et j'aurai l'occasion d'en parler, mais ça se passe dans les années 90, c'est pas dans les années 80, au sein de Mazistar. Alors, l'album suivant, c'est un monument. Oui, je me répète, souvent je dis, ah, des monuments, oui, mais alors là, celui-là, franchement, dans l'histoire du rock en général, du rock psychédélique et du rock néo-psychédélique en particulier, encore une fois, ils enregistrent à Los Angeles, ils ne font pas vraiment partie du Paisley Underground, c'est-à-dire qu'ils ne gravitent pas autour des mêmes individus, des mêmes salles probablement. Fondés par deux frères, John et David Fallon, des Irlandais, mais voilà, en fait ils voyagent un petit peu entre les deux continents. Ce groupe c'est The Steps, et l'album en question, ils vont faire plusieurs albums, celui-ci efface totalement j'en connais deux autres après celui-là, Drop of the Creature, qui sort en 1986, mais influence 60s revendiquée dans les costumes, hein, les longs cheveux, les chemises à jabot, les vêtements qui sortent de friperie, dépasser totalement la pochette. Le contenu, il est extraordinaire. Donc là, ils utilisent toutes les ressources des guitares électriques dans des titres qui peuvent être tempo rapide, min-tempo, temps lent, ils maîtrisent absolument tout. Wah-wah, distorsion, Larsen, tout ce que vous voulez, tout y est, la fuzz bien entendu. Des titres comme A Play on Wordsworth, The Sky is Falling, enfin bref. Alors, sorti en 1986, ici c'est l'édition sur Hitchhike Records qui sort en 1988. Elle a ceci de différent qu'elle inclut un morceau qui était sorti en 45 tours en 86 et qui n'est pas sur la première édition de l'album, qui est More Than This. Superbe morceau par ailleurs. Découvrez cet album des Steps. La première fois que j'ai écouté cet album, je me suis dit, mais ça dit quelque chose, la voix, et puis le côté garage, psyché, une voix très haut perché, précisément mimétique de ce que je connaissais, de ce que j'avais entendu, et puis j'arrivais pas tout à fait à resituer. Le groupe en question, c'est Dead Moon, qui est un groupe de l'Oregon, aux États-Unis toujours. Donc, au sein du groupe, donc 3 musiciens, il y a Kathleen Cole, Toody, son surnom, et puis il y a ce monsieur qui est là. Alors, le batteur, c'est Andrew Loomis, et lui, c'est Fred Cole. Fred Cole, le guitariste et chanteur. Fred Cole, eh bien, c'est le chanteur de Lollipop Shop, groupe de garage psyché que j'ai évoqué dans la vidéo le pot pourri du rock psychédélique aux États-Unis à la fin des années 60, effectivement, pour l'album Just Color qui sort en 1968. Eh bien, c'est le chanteur, et là, j'ai compris beaucoup mieux pourquoi ça m'évoquait quelque chose, cette voix. Effectivement, c'est très très proche de cet album In the Graveyard qui sort en 1987 et très très proche de l'album des Lollipop Shop, Just Color. Super. Un son un peu plus crasseux, mais c'est du garage psyché formidable. Enfin, retour en Angleterre. Est-ce que nous y sommes allés? Non, pas encore. Alors, ici, c'est le groupe d'un seul homme, en quelque sorte, si j'ose dire. C'est Nick Saloman, qui est anglais, londonien, banlieue de Londres, et dont les influences, il le dit lui-même, sont Jimi Hendrix et les Byrds. Et effectivement, sur cet album, c'est le deuxième album, c'est Inner Marshland. Le groupe, c'est The Bass Front. Nick Saloman, qui est, je vous ai dit, l'homme orchestre qui joue d'ailleurs tout un tas d'instruments. Il s'entoure de plusieurs musiciens pour les enregistrements studio et puis aussi pour les concerts, d'ailleurs tout au long de la carrière très très longue de Bevis Front.
longue à ce point que le dernier album vient de sortir en 2024, là en mars. Celui-ci, il sort sur le label de Nick Salomon, son propre label, à quelques centaines d'exemplaires, et puis devant il est très très vite Reckless Records, qui va rééditer les 3 premiers albums de Inner Marshmallow dès 1988. Et ici, Inner Marshland sort en 1987 et est réédité en 1988. Ici, c'est l'édition sur Reckless de 1988. Oui, vous êtes l'influence d'Hendrix est très claire. Le premier titre, Termination, c'est pas le premier, mais bon, le premier est un petit peu court, c'est Termination Station Grey. Oui, aussi, nous comprenons l'influence des camarades de Roger McGuinn, sans aucun doute. Bref, c'est une pure merveille. Windowwave, bref, superbe, pour les amateurs de rock, de guitare psychédélique à la Hendrix, sans aucun doute. Bevis Frond, formidable. Il y a des trous dans la carrière d'un point de vue qualitatif. Je ne connais pas tous les albums, il y a plus de 30 albums de Bevis Frond. Mais le premier, par exemple, Miasma, juste avant celui-là, est vraiment très bien aussi. Et puis il y a plein, même dans les années 90, voilà, de très bons disques de Bevis Frond. Voilà, c'est tout pour les années 80 de mon côté. Pour les années 90, j'ai plus de choses à vous montrer, et puis je vous ai dit, effet boule de neige, il y a de plus en plus de choses, puisque c'est un mouvement, le néo-psychédélisme, qui explose littéralement, y compris aujourd'hui. À la prochaine alors. Vince, it's me, cares about you.